Voilà, donc je viens du laboratoire Tonic, Toulouse Neuroimaging Center, et donc j'y grefferai un peu d'imagerie. Donc tout d'abord, les médicaments. Donc un bref résumé de gros essais qui ont été effectués sur les médicaments pour aider à la récupération post-AVC. Des GABAergiques ont été testés pour lever l'inhibition périlésionnelle. La dopamine a été testée sur des essais de plus de 600 patients. Donc là, on avait voilà, une force statistique importante. Et malheureusement, ces essais sont négatifs. Donc finalement, l'essai que l'on a conduit, que l'on a monté avec François Chollet sur la fluoxétine, le Prozac, qui était modestement à 118 patients, mais qui avait été positif et qui a lancé de gros essais dans le monde à plus de 3000 patients, et bien finalement, ces gros essais ont été négatifs. Mais évidemment, quand on lance de gros essais, on ne peut pas faire comme on avait fait nous, utiliser le Fugl-Meyer et des échelles sensibles. Donc, ils ont utilisé l'échelle de Rankine et forcément, c'est très compliqué de faire bouger une échelle comme ça. Donc, peut-être que la négativité s'explique aussi par un effet faible de la fluoxétine. Néanmoins, si l'on reprend les petits essais, les essais d'une centaine de patients, et les méta-analyses qui sont faites sur ces essais, qui avaient utilisé le Fugl-Meyer, eh bien, on a un effet positif de la fluoxétine avec une réduction de la dépendance ou une amélioration de la récupération motrice. Donc voilà, après, bon, c'est un médicament qui a peu d'effets secondaires, donc c'est vrai, c'est une balance entre le bénéfice et le risque, mais on peut se dire qu'effectivement l'efficacité est peut-être faible. Donc d'autres pistes, eh bien, je pense que les facteurs de croissance peuvent être une piste intéressante, par exemple le NGF, le Nerve Growth Factor. Alors deux petits exemples, après un traumatisme crânien chez un enfant qui était en coma persistant, eh bien, à forte dose d'injection intranasale de facteurs de croissance, cet enfant s'est réveillé avec, comme vous le voyez sur l'anatomie, un développement de son cerveau assez impressionnant et en métabolisme PET au fluorodésoxyglucose, donc une consommation de glucose, une activité métabolique qui s'est réveillée. Un autre exemple dans la démence, aussi avec du NGF, c'est un traitement intranasal pendant 1 an qui fait qu'on a à nouveau une amélioration du métabolisme qui redécroît au bout d'1 an quand on a arrêté le traitement. Donc deux essais qui nous font penser que peut-être les facteurs de croissance seraient intéressants dans l'AVC. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau clinique? Divers facteurs de croissance ont été testés, soit ils sont pas efficaces, soit ils sont toxiques, avec un essai arrêté avec des cas de la mortalité. Donc ce n'est pas évident. Une façon d'éviter la toxicité, effectivement, l'injection intranasale, qui permet en plus de cibler des régions plus particulières, ça se répand dans tout le cerveau, mais avec des régions comme le cortex sensorimoteur ou le cervelet ou le tronc qui sont aussi largement atteints, en plus de la partie orbitofrontale. Et donc on sait que dans l'AVC, effectivement, il y a une production de facteurs de croissance post-AVC qui est d'autant plus importante que la lésion est importante. Donc on se dit que donner des facteurs de croissance, ce serait peut-être intéressant. Donc à Tonic, on a fait ça d'abord chez le rein, où on a fait quelque chose qui n'avait pas été fait, c'était un suivi sur 3 mois, une administration de NGF sur 3 mois. On a confirmé ce qu'on savait, c'est que le NGF améliore la survie des nouveaux neurones, vous savez, ces cellules souches qui sont présentes dans le cerveau. Elles sont présentes au niveau périventriculaire ici, et vous voyez ce chemin de cellules souches qui se dirigent vers la lésion.
Si on est dans le groupe contrôle, ben, ça ne fait pas grand-chose. Si on est dans le groupe NGF, eh bien, ces cellules se mettent à reconstruire un tissu. Et ce tissu est visible en IRM avec ce gris intermédiaire. Et si on regarde, on quantifie les neurones dans ce tissu, eh bien, dans le groupe traité, on avait 45% de cellules qui vont donner des neurones, ou qui sont déjà des neurones, contre 29% dans le groupe contrôle. Donc, c'est vrai que c'est une piste intéressante, je pense, ces facteurs de croissance, pour traiter plus tard les AVC. Néanmoins, dans cette étude, la dose était intermédiaire, le traitement était long, comme je vous dis, sur 3 mois. Et au bout de 3 mois, on a commencé à avoir un effet néfaste sur la force de grippe des rats, donc potentiellement une toxicité. Donc, comme je vous ai dit, les facteurs de croissance, c'est quelque chose d'un peu délicat et la dose et la durée de traitement est loin d'être acquise. Mais c'est une piste intéressante à mon avis. Voilà pour les pistes dans les médicaments. Donc, je passe aux cellules souches avec des voies d'administration prometteuses aussi. Nous allons voir l'intranasal, l'intraveineux, l'intracérébral. Alors, l'intranasal, oui, on peut mettre des cellules souches dans le cerveau. Par voie intranasale, il faut en fait mettre de la hyaluronidase qui dessert un petit peu les jonctions serrées et permet de faire entrer des cellules. Donc, par exemple, la tonique, on fait ça chez le rat et ça marche très bien. Il y a cet essai chinois, qui est le seul essai que j'ai trouvé dans l'AVC, qui montre que effectivement ça fonctionne. Ça fonctionne tellement bien. Après, je ne comprends pas trop pourquoi, parce qu'eux n'ont pas mis d'hyaluronidase. Donc, ça, c'est à part. Mais à mon avis, c'est une voie prometteuse. Et donc, voilà, on a fait ça à tonique et on a vu que les cellules qu'on injectait étaient attirées par la lésion et se différenciaient en neurones. Bon, c'est des résultats pas encore publiés, mais voilà, ça a l'air très prometteur. Après la voie intranasale, eh bien, la voie intraveineuse qu'on connaît bien, qui est souvent des injections de cellules souches mésenchymateuses. Alors, les cellules souches mésenchymateuses, ça ne va pas donner des neurones. C'est efficace, on pensait, parce que ça libère des facteurs de croissance et ça, surtout, on en fait un effet anti-inflammatoire. Il faut, pour le moment, les essais sont de petite taille, il faut des méta-analyses qui nous disent c'est sécuritaire et ça a l'air efficace. Mais de larges essais sont encore nécessaires. Il y a cette étude menée à Grenoble qui mêlait un peu d'imagerie aussi, où ils ont montré qu'effectivement l'injection intraveineuse de cellules souches mésenchymateuses améliorait les patients au Fugl-Meyer ou au NIH, et que les patients traités avec des cellules souches avaient une activation fonctionnelle dans les zones sensorimotrices plus importante que les patients contrôle. Il y a cette étude aussi d'injection de cellules souches mésenchymateuses en intraveineux STARTIN2 qui est intéressante dans le sens, bon, il montre aussi un effet qu'ils disent faible mais significatif sur la récupération motrice. Ils ont couplé à l'imagerie, ils ont montré par imagerie DTI, donc tenseur de diffusion, que c'était associé à une moindre dégénérescence du faisceau corticospinal. Au niveau de l'imagerie en connectivité fonctionnelle, ils ont montré que cette injection de cellules souches augmentait la connectivité. Alors ce sont les traits rouges que vous avez qui sont augmentés après les cellules souches, alors que dans le groupe contrôle, vous voyez des traits bleus, donc une connectivité diminuée dans le groupe contrôle. Et l'intérêt de ce papier, j'ai trouvé, c'est qu'ils ont dosé les facteurs de croissance. Je vous ai dit, voilà, l'efficacité des cellules souches, c'est sûrement par un effet anti-inflammatoire ou un effet de libération de facteurs de croissance. Et en fait, ils les ont dosés, ces facteurs de croissance. Il n'y avait aucune différence entre le groupe traité et le groupe contrôle. Donc ce n'est pas l'explication. Par contre, il y a quelque chose de très à la mode en ce moment,
qui sont les vésicules extracellulaires. Et ces vésicules extracellulaires contiennent des micro-ARN qui ont un rôle dans la neuroplasticité et la neurogénèse. Et donc c'est peut-être effectivement le mécanisme d'action de ces cellules qui expliquerait leur efficacité. Nous en venons maintenant à la voie intracérébrale, donc plus invasive évidemment. Et là il y a une étude majeure qui est sortie, alors c'est pas dans l'AVC, c'est dans le traumatisme crânien, mais qui a obtenu la classe 1 d'évidence, d'efficacité. C'était des patients chroniques, donc évalués, stables, et injectés au bloc opératoire avec des cellules souches, mésenchymateuses aussi dans ce cas-là. Et vous voyez que les courbes sont parlantes, le groupe traité récupère mieux que le groupe contrôle. Pourquoi l'évidence de classe 1? Parce qu'il y avait effectivement un groupe contrôle qui est allé au bloc opératoire, où l'os a commencé à être un peu limé, et qui n'a pas eu par contre d'injection de quoi que ce soit. Donc c'est évidemment compliqué pour des chirurgies aussi lourdes d'avoir un groupe contrôle, mais dans cette étude ils l'ont fait et ils ont prouvé du coup l'efficacité. Donc les cellules souches mésenchymateuses, je vous ai dit, bon, ça peut libérer des micro-RNA, mais ça ne fait pas des neurones, en tout cas de façon directe. Donc l'autre façon, c'est d'injecter des cellules qui vont donner neurones, parce que c'est vraiment ça qui est compliqué de remplacer dans le cerveau. Et donc là, il y avait une étude Rineuron qui a injecté des cellules modifiées génétiquement. Alors donc ça ne se fait pas en France et ça ne pourra pas se faire en France, mais ça s'est fait à l'étranger et donc ils ont montré une amélioration du NIH, toujours sur des patients chroniques et stables évalués avant. En plus, cette approche ne pouvait pas inclure de femmes parce que ces cellules, s'il arrivait à ces patientes de prendre du tamoxifène, parce que voilà, pour un autre traitement, en fait, ça aurait dérégulé ces cellules qui auraient pu faire des tumeurs. Donc, ils n'ont inclus que des hommes. Donc, voilà, des limitations très importantes dans l'emploi de ces cellules génétiquement modifiées. Donc c'est vrai que la source cellulaire optimale pour refaire des neurones dans le cerveau, elle n'est pas acquise, en tout cas en France. Et donc à Tonic, on pense à d'autres approches. Nous avons des neurones et des cellules souches ailleurs que dans le cerveau, plus facilement prélevables, en particulier dans le duodénum ou l'intestin, et qui pourraient, avec des biopsies comme ça, peu invasives, être une source cellulaire pour l'avenir. La troisième partie donc, est sur les implants. Et là, je vais prendre un exemple dans les lésions médulaires, parce qu'il y avait cette expérimentation où ils ont montré une efficacité d'implantation de biomatériaux dans une lésion médulaire qui était efficace chez le primate. Et du coup, ils ont fait un essai clinique, INSPIRE, où ils ont montré que 44% des patients qui avaient une paraplégie complète, se sont améliorés et avaient du coup une paraplégie incomplète. Donc, alors que dans le groupe contrôle, c'est 21%. Donc une efficacité qui paraît assez évidente, en tout cas dans une proportion de patients. Et le principe, c'est qu'en fait, vous voyez ce schéma au niveau de la moelle, les neurones corticospinaux descendants ont envie de pousser, mais ils sont inhibés par cette lésion, cette cicatrice gliale, des protéines inhibitrices de la croissance. Et lorsque l'on introduit un biomatériau, un implant, en fait, ça permet de libérer le chemin un petit peu et les axones peuvent repousser, de même que les axones sensoriels ascendants. Donc ça expliquerait pourquoi ça fonctionne. Donc dans l'AVC de l'Eustroc, nous, à Tonic, on a investigué d'autres façons de faire aussi, maintenant dans le cerveau, de mettre des implants au niveau de la lésion cérébrale.
Et là, on a fait la preuve de concept chez le rat d'abord et ensuite chez le marmoset, que mettre des implants dans une lésion, eh bien, ça permet aux cellules souches qui arrivent, ou si vous venez, qui arrivent du bord du ventricule, qui arrivent dans la lésion, eh bien, de refaire du tissu. Et s'il y a un biomatériau en plus, eh bien, il y a beaucoup plus de tissu qui régénère, qui survit. Dans ce tissu qui régénère, on a vu des vaisseaux, on a vu des neurones immatures et on a vu des neurones matures. Surtout chez le marmoset. Ça marchait beaucoup mieux que chez le rat. Par IRM, on a vu, à ASL, on a vu de la perfusion autour de ces implants, donc une néovascularisation qui se fait. Et par IRM fonctionnel, on a vu que lorsque l'on bougeait la patte du rat, eh bien, dans la lésion, on retrouvait des activations. Donc, ça signe une reconnexion entre la patte et le cerveau, une reconnexion fonctionnelle. Donc, c'était évidemment intéressant. C'est pour ça que l'on monte en ce moment un essai clinique. Alors, non pas dans l'AVC, mais chez le traumatisé crânien. Pourquoi? Parce qu'on va profiter du volet crânien qui est fait chez des patients avec des gros implants pour, à la remise du volet, faire une implantation. Donc voilà, sans coût supplémentaire, sans chirurgie supplémentaire, et qu'il y avait plus de patients traumatisés crâniens que de patients AVC qui ont un volet crânien. Donc on a choisi d'aller chez le traumatisé crânien avec l'équipe des MPR, les anesthésistes réanimateurs et les neurochirurgiens de l'équipe. Le futur, c'est bien sûr des implants dégradables, parce que là, on part avec des implants non dégradables en silicone, mais on travaille sur des implants dégradables avec des structures qui miment mieux le cerveau, et en particulier le cortex. On a breveté un biomatériau, une forme avec des couches corticales pour refaire un cortex cérébral. Voilà l'avenir. Donc j'espère vous avoir convaincu que la plasticité cérébrale permet une régénération, qu'il n'y a pas que la réserve cérébrale, le cerveau sain, qui contient cette plasticité, mais il y a aussi la lésion, il y a une plasticité dans la lésion, et les médecines régénératives basent là-dessus. Si j'ai 3 secondes, les messages à voir, c'est la voie intranasale, une voie prometteuse pour les médicaments et les cellules souches. Au niveau intraveineux, l'efficacité est faible et passerait surtout par un mécanisme anti-inflammatoire ou par ces vésicules extracellulaires. Au niveau des greffes intracérébrales, une évidence d'efficacité, mais en France, quelle est la source optimale à voir? Et pour les implants, un potentiel de régénération beaucoup plus important, avec bien sûr la neuroimagerie pour regarder tout ça. Merci beaucoup. Un très très grand merci madame pour votre exposé vraiment passionnant, et très très clair, vraiment un grand merci. Je pense que ça va susciter quelques questions dans la salle. Thank you for this very important presentation. When we look at patient, it's possible to have a genetic profile related to ability to grow in terms of neuroplasticity. Do you think that the genetic profile of the patient that we have to treat using system like this one will be a key factor to define different possibility of recovery? For example, Valmet polymorphism for BDNF reduce the ability of a patient to produce BDNF. If you increase intranasal something in a patient with polymorphism, you will have less possibility compared to another one. What is your opinion about this possibility to have a characterization, genetic characterization of the patient? Thank you for that question. Yes, I think I agree. I totally agree. I think the genetic profile will change the way the patient recovers. However, the literature, I'm not so convinced about the BDNF polymorphism. Things are not so clear, but at the end, I think we will find
best genetic profile to recover, because variability of the patient is, to my mind, based on this genetic profile. Not all recovery. Well, don't misunderstand what I said. Not all the recovery is based on the genetic profile, but this is a part of the variability. Yes. Je voulais juste vous demander, les patients pour lesquels vous allez proposer un implant, vos patients traumatisés crâniens, oui. Ils sont à peu près à quelle distance de leur traumatisme? Donc, ils vont, on va essayer d'implanter à 3 mois quand on remet le volet. Ils vont être autour de 3 mois post-traumatique. Donc assez précocement. Oui, parce que c'est quand même là qu'il y a la plus grande plasticité. Les cellules souches, les facteurs de croissance, vous avez lu la courbe, ça redécroît après. Les cellules souches, il y en a toujours, hein, en chronique, il y en a toujours. En tout cas, on les voit chez l'animal. Sauf que une fois qu'elles arrivent au bord de la lésion, elles meurent. Donc, pour la plupart, donc ça c'est dommage. Merci. Ah, une autre question. Oui, est-ce qu'on sait au long cours l'impact de ces implants silicone dans le tissu cérébral? Vous avez dû le faire chez l'animal, bien sûr, mais qu'est-ce que ça donne? Il n'y a pas de conséquences particulières? L'organisme ne rejette pas ce matériel implantable et tout ça? Donc nous, nos propres données, c'est 1 an chez le marmousé, donc il y a 0 souci, ils sont intacts, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas d'effet négatif. On regarde cet essai, c'est un essai de sécurité, je ne sais plus si je l'ai dit, évidemment. Donc on regarde ça, il y a plein de choses qui sont implantées actuellement, qui sont en silicone dans le cerveau, chez des patients variés, et il n'y a pas de souci, même 20 ans après. Voilà. Il y a du silicone dans les électrodes, il y a plein de matériaux, des cathéters en silicone, des choses comme ça. C'est très rare qu'il y ait un problème. C'est vraiment, dès le départ, on avait regardé la safety, de choisir déjà quelque chose. Pourquoi? Bon, parce qu'on peut se dire, c'est pas terrible de prendre un truc pas dégradable, ça va prendre une place pour rien. Ben, le critère, c'était la safety. Prendre quelque chose où on est sûr que ça ne va pas engendrer quelque chose, parce qu'avec la produit dégradable, ben, ça rajoute une couche de complexité. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des choses toxiques? Donc voilà, c'est déjà compliqué. Donc on limite. Et quel pourrait être l'effet de ce qui est proposé derrière, alors chez l'animal, mais ensuite chez l'homme, ce qui est proposé derrière en entraînement, en stimulation, etc. Est-ce que sur la prise, sur le maintien dans le temps de... Oui, alors je ne l'ai pas du tout dit, mais alors c'est évident pour moi. Ça, c'est pas la peine de mettre ni des médicaments, ni des cellules souches, ni des implants, si on ne fait pas une rééducation à côté. Hein. Est-ce qu'on sait l'impact que ça a le type de rééducation, l'impact que ça peut avoir sur le maintien dans le temps de ces éléments-là? Je pense chez l'animal, par exemple. Ouais, on ne sait pas trop, mais je pense que c'est comme dans le développement. Hein. Il y a des cellules, elles arrivent à faire des connexions, elles arrivent à avoir une fonction. Le cerveau va sélectionner les fonctions efficaces et les cellules qui ont fait des connexions pas efficaces, elles vont être... voilà, les synapses vont se défaire. Ça n'a pas été étudié pour l'instant, genre pas de simulation? Non. De simulation? Non. Merci. Merci beaucoup.